De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Aujourd'hui, dans Cartel, on s'intéresse, entre autres histoires, au parcours d'un simple berger qui va lancer l'histoire de l'art, du moins d'après la légende. Et puis il sera question aussi, surtout, de l'échelle de Jacob. Alors, l'échelle de Jacob, j'expliquerai un peu plus loin, un peu plus tard, mais Jean-Charles Verne. C'est un mythe biblique, hein. C'est aussi le nom d'un film fantastique, réalisé, si ma mémoire est bonne, par Adrian Lyne, je ne veux pas dire de bêtises. C'est un film des années 80, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescent. Bref, donc ça s'intitule l'échelle de Jacob. On va commencer par faire un petit état des lieux sur l'évolution de la culture. On va faire une petite histoire rapide. Je crois que c'est intéressant de regarder comment ça s'est passé au cours des siècles précédents. La culture, telle qu'elle a été envisagée par la politique culturelle française à ses commencements. Alors le commencement, c'est quoi ? Le commencement, on peut le situer en 1257, lorsqu'a été créée la Sorbonne, sous Louis IX. Donc la culture telle qu'elle fut envisagée à ce moment-là par la politique culturelle française, c'était une culture qui se voulait porter par l'expression de valeurs éminentes, qui étaient destinées donc à l'élite intellectuelle. Donc au départ, la culture, dans ce qu'elle a de plus noble, elle a été réservée aux esprits les plus éduqués, les plus affûtés, les plus intellectuels, etc. Bon. Pourtant, si je me place toujours à la même époque, c'est-à-dire quelque part dans le XIIIe siècle, je dis 1257, création de la Sorbonne sous Louis IX, on raconte qu'au même moment quasiment, on est en 1279, donc une vingtaine d'années après, on raconte qu'en Italie, Giotto, le grand peintre italien, immense peintre italien, avec lequel d'ailleurs on considère quasiment que l'histoire de l'art commence, Giotto aurait commencé par garder les chèvres de son père, et que c'est le peintre Cimabue qui, passant par là, le surprend à dessiner sur une pierre avec un bout de charbon près d'un cours d'eau. Il est émerveillé par son génie précoce, et il décide d'emmener le jeune berger, qui est âgé d'une douzaine d'années, dans son atelier, et il le forme, et il en fait celui qui va par la suite impulser le mouvement de la Renaissance à partir du siècle suivant. Donc c'est intéressant de voir que finalement, à la même époque, on a ces deux exemples que j'aime beaucoup. La création de la Sorbonne, où là, on est très clairement dans une culture très haute, très élaborée, très subtile, destinée à une élite, et puis que on raconte cette histoire, c'est peut-être un mythe, mais que Giotto était au départ juste un berger qu'un peintre célèbre aurait découvert par hasard et qu'il aurait formé. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de Giotto, c'est un bel exemple d'ascenseur social et culturel, et on pourrait trouver des équivalences à toutes les époques de cette histoire-là. Moi, mon grand-père, il a bien appris à lire en gardant les vaches dans un village du fin fond de la Corrèze, sans jamais aller à l'école, et puis il est devenu par la suite officier de l'armée française, avant d'être plus tard passionné d'histoire, et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il a offert une première impulsion culturelle à sa descendance, qu'il a reçu ou qu'il l'a pas reçu d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Bon, ça c'est un autre exemple, mais qui est un exemple autobiographique. Mais de toute façon, on peut difficilement parler de culture si à un moment donné, on n'a pas en tête son propre cheminement. Et je pense que tous ceux qui écoutent Cartel ont en tête des exemples qui les concernent de manière très personnelle et très intime. Mais bon, revenons aux notions de fait culturel et de création artistique. Ces deux notions, culture et création artistique, ont connu en quelques siècles un lent mouvement qui peu à peu va faire bouger les lignes et qui va se traduire par une acception plus large de la culture, c'est-à-dire que la frontière de la culture dite savante va s'ouvrir à d'autres catégories et à d'autres pratiques qui précédemment étaient considérées comme mineures. Donc les hiérarchies existent bel et bien, mais elles fluctuent constamment au cours des siècles, ça vibre, ça se floute, les choses sont beaucoup plus poreuses qu'elles n'y paraissent, et ça joue autant du haut vers le bas que du bas vers le haut, comme je l'ai déjà précisé. Donc il y a beaucoup d'exemples qui permettent d'illustrer ce mécanisme et qui permettent d'illustrer cet enrichissement qui va toujours dans le sens d'une plus grande popularisation des choses et qui nourrit en même temps les créations les plus exigeantes et les plus pointues. C'est toujours ce mouvement où le bas et le haut s'alimentent mutuellement. Alors quand c'est du haut vers le bas, j'aurais tendance à vouloir appeler ça la descente d'organes culturels. C'est un peu vulgaire, mais j'aime bien l'expression. Donc la descente d'organes culturels du haut vers le bas, c'est-à-dire lorsque le majeur se nourrit du mineur, ça peut, et ça a très souvent provoqué douleur, indignation, scandale. À chaque fois, dans l'histoire, il y a plein d'exemples, j'en donnais quelques-uns, mais à chaque fois que le haut, la culture haute, est allé puiser dans la culture populaire, ça a généré du scandale. Le mot scandale, d'ailleurs, il est très intéressant parce que la signification première du mot scandale, c'est pierre d'achoppement, c'est-à-dire c'est l'obstacle sur lequel on trébuche.
Donc lorsque la culture haute va se nourrir de culture populaire et créer le scandale, c'est-à-dire qu'elle a fait trébucher quelque chose, le sens trébuche. Il faut se souvenir par exemple de la querelle du Cid. Le Cid, c'est quand même de Corneille, donc, c'est la première pièce qui transgresse les règles théâtrales aristotéliciennes, c'est-à-dire l'unité de temps, de lieu. C'est une pièce qui reçoit immédiatement un immense succès populaire, mais qui se fait descendre par la critique. On ne peut pas faire du théâtre comme ça. Et Corneille déclare à propos du Cid, « Je satisfais ensemble peuple et courtisans ». Cette volonté vraiment de réunir à un moment donné deux sphères qui normalement ne se parlent pas, ne se rencontrent pas. On peut également se souvenir, pour rester encore dans le théâtre, du scandale de la pièce de Victor Hugo, Hernani, en 1830. Quand Hernani est joué à Paris, on a tout de suite une opposition extrêmement violente entre les partisans d'une culture haute qui est fondée sur la hiérarchisation des genres théâtraux, contre ce qu'on a appelé la fameuse armée romantique partisane de Victor Hugo, qui, elle, clamait au contraire la nécessité d'une révolution esthétique autant que politique. C'est-à-dire il fallait transgresser l'alexandrin, il fallait procéder à une hybridation entre le sublime et le grotesque, et c'est ce que Hugo d'ailleurs avait déjà annoncé dans la préface de Cromwell, qui était presque une forme de manifeste littéraire quelques années auparavant. Donc l'exemple de Victor Hugo, il est très intéressant parce que c'est typiquement celui d'un penseur de la culture haute qui va opérer une remontée du populaire vers le savant. Voilà. Et donc, alors que ce soit Corneille, que ce soit Hugo, etc., si on veut avoir une vision un peu plus générale et un peu plus proche de nous, en littérature, tous les écrivains qu'on a dit modernes, les écrivains modernes, sont des écrivains qui sont allés jusqu'au bout d'une confrontation avec les codes de la langue dite haute, en tirant la langue, et là j'assume le calembour, vers le bas. Donc il s'agit vraiment, c'est vraiment ça, c'est de tirer la langue vers le bas. On prend la langue la plus noble et on va chercher vers le bas ce qu'on peut bien prendre, parce qu'il y a des choses intéressantes à y prendre. Il ne s'agit pas de détruire, il ne s'agit pas de destruction, il ne s'agit pas de détruire la langue haute ou de détruire la grammaire dans ce qu'elle a de plus noble, mais il s'agit de faire évoluer les choses. Et ça n'empêche pas de continuer à être dans un hommage aux choses anciennes, dans un respect aux choses anciennes. La prose, lorsque la prose apparaît et vient détruire l'alexandrin, la prose, elle se recueille malgré tout sur le tombeau de l'alexandrin. La prose ne peut pas être prose s'il n'y a pas l'alexandrin avant. Donc la prose ne cesse de regarder l'alexandrin pour se configurer en prose. Voilà. La syntaxe déconstruite de la poésie contemporaine, la poésie d'aujourd'hui, que ce soit la poésie française, la poésie américaine, la poésie hollandaise, elle s'ancre dans la prose également. Et elle continue à faire avancer la langue. Le flow des rappeurs dont j'ai déjà parlé, il se règle parfois en fonction de grands textes classiques ou modernes. J'évoquais Illustre qui cite Montaigne. Il y a plein d'exemples comme ça chez les rappeurs. Donc il y a vraiment une porosité, et cette porosité, elle est évidemment parfois très très difficile à admettre pour les tenants d'une hiérarchie qui devrait être clairement définie entre les genres. Là, il y a un exemple qui est très intéressant, c'est celui de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Daniel Defoe, lorsqu'il a publié Robinson Crusoe, donc le titre exact c'est « La vie et les étranges aventures de Robinson Crusoe », donc lorsque Daniel Defoe publie Robinson Crusoe en 1719, il refuse catégoriquement que son livre soit classé dans la catégorie du roman, parce qu'il estime que le roman est, je cite, un sous-produit tout juste bon pour les goujats. Voilà, c'est intéressant. Donc, en tout cas, au-delà de ces exemples, la remise en question des hiérarchies, elle n'équivaut pas à leur suppression, parce que là ce serait vraiment de la démagogie, mais la remise en question des hiérarchies, c'est plutôt l'effet d'une dynamique, ou même on pourrait dire d'une dynamite inévitable, qui est réglée selon la double translation que j'ai déjà évoquée, donc qui vient draguer la culture savante vers le bas, et j'aime bien le terme de drague, et je vais en reparler dans le prochain épisode, de la drague. Draguer quelque chose, c'est draguer le cours d'une rivière, mais c'est aussi draguer quelqu'un. Bon. Donc la culture haute vient draguer la culture savante, la culture basse, et inversement. Donc c'est comme dans le rêve de Jacob, je rappelle que l'épisode s'intitule « L'échelle de Jacob ». Qu'est-ce que c'est que l'échelle de Jacob dans la Bible ? On raconte que Jacob s'endort au pied d'un arbre, il fait un rêve, et il rêve qu'il voit dans son rêve une échelle, et sur cette échelle, des anges montent et descendent, cette échelle qui est dressée entre le ciel et la terre dans un mouvement simultané et continu. Voilà.
Et ça s'est révélé plutôt profitable pour Jacob, puisque finalement, il a obtenu le salut divin. Cartel. Voilà, donc je crois que le salut culturel, il est là. Par Jean-Charles Vergne. C'est-à-dire d'accepter que sur notre échelle de valeurs culturelles, ça monte et ça descende en permanence, et ça se croise, et parfois ça se frôle. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.